Merci beaucoup. Merci aussi à l'équipe de Paris Web pour l'invitation cette année. Ça fait longtemps que je suis pas venu dans cette salle. Ça remonte. Je vais donner une petite conférence à IARTSUP il y a quelques temps. Bref. Je suis assez content d'être là. Je vous remercie aussi pour votre présence. Aujourd'hui, on a un programme un petit peu chargé sur cette petite heure-là, parce qu'on va parler de design, et en effet, mais pas que. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Geoffrey Dorn, je suis designer, ça va faire 14 ans maintenant. J'ai toujours été indépendant, donc ça c'est quelque chose, le statut de freelance que j'apprécie, et puis dans les projets aussi le plus possible. J'ai créé un atelier de design qui s'appelle Design and Human. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, donc si vous voulez qu'on en reparle, on pourra en reparler plus tard, mais voilà. Et puis vu que je ne vais pas parler trop de moi, vous pouvez me commenter, me DuckDuckGoer ou me chercher sur Ecosia. C'est toujours mieux que de me chercher sur Google. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc pour commencer, déjà je voulais vous présenter mes excuses parce que je suis designer. Voilà, voilà, je vous demande sincèrement pardon pour ça. Je crois que quand on dit pardon, on dit comme ça, hein, ouais. Et pour ça, je suis désolé, parce que le designer, c'est plein de métiers. Quand on parle aux gens, à mes amis, à ma famille, quand je discute un peu avec eux, le designer, c'est plein de métiers, parfois fantasmés, parfois un peu imaginaires. C'est du fashion design, c'est du dessin de logo avec des trucs très compliqués, parfois c'est du dessin de voiture sur les tablettes. Enfin, il y a beaucoup un très grand imaginaire au travers du design. C'est pour ça que j'ai mis des photos de stock volontairement pour surjouer un peu cet imaginaire. Et aussi, pour beaucoup, c'est des beaux objets, des objets qui valent cher, des objets techniques, des objets très complexes. Parfois, on entend aussi parler d'objets design, hein, comme si c'était un adjectif. On dit voilà, waouh, cet objet, il est design. Ça, c'est évidemment le presse-agrumes de Stark que vous connaissez peut-être, j'imagine. Je l'ai testé encore récemment, là, ça marche pas du tout, c'est assez drôle. Je vous invite à l'occasion de le tester. Il y a même des designers qui ont construit des objets pour rajouter aux objets de Stark pour qu'ils fonctionnent. Donc c'est assez marrant, on est censé presser le citron là-haut ou l'agrume là-haut. Dans le design aussi, il y a aussi beaucoup la réalisation d'interfaces. Ah oui, tu fais des applis sur tablette, sur mobile, tu fais des trucs pour des bornes, des écrans, etc., ou des interfaces de voitures. C'est tout un ensemble d'éléments qui sont beaucoup utilisés dans l'imaginaire du design aujourd'hui. En parlant de voiture aussi, dans le design, on a aussi le design automobile. Il y a encore des designers automobiles qui font du design avec de la terre, hein, voilà, ça existe encore, à l'échelle 1.1, etc. Donc le design, c'est ça aussi, c'est des objets très très modernes, très très technologiques, mais parfois avec des utilisations de techniques un peu anciennes. Le design aussi, c'est parfois des affiches, des visuels. Donc là, par exemple, c'est une affiche sexiste de Cdiscount qui reprend le profil d'une jeune femme qui dit que l'astronomie, c'est pas son truc, mais que l'anatomie de son voisin, c'est son truc. Donc voilà, je vous le passe parce qu'il y a ça aussi dans le design, il y a aussi ce genre d'images qui sont graphiquement plutôt bien faites, hein. Les couleurs, elles sont maîtrisées, la typo aussi, mais il y a un propos derrière. Le design aussi, c'est tout un ensemble de logos et d'imaginaires au travers de ces logos, parfois plus ou moins réussis, mais quand on parle du design, voilà, autour de nous, il y en a plein, tout le temps, tous les jours. Là encore, il y a plein de logos dans cette école, dans ces lieux. Je vous ferai juste un petit clin d'œil sur le logo du Pôle emploi et le logo du Loto, qui se ressemblent un petit peu, avec des effets, des petites ombres et tout ça. Je vous l'ai mis parce que voilà, il me fait sourire. Et puis entre le logo de François Hollande, les Républicains, il y a beaucoup de bleu, blanc, rouge, des lignes, etc. Bref, en bas, on a le logo qui a coûté le plus cher, je crois, à fabriquer, qui est le logo de British Petroleum, qui est le logo pour la structure, enfin la compagnie qui fait du travail le pétrole notamment. Bref, donc il y a plein de pratiques, vous l'aurez compris, que de designers. Et il y a autant de pratiques justement que de façons de voir le design, etc. Et donc il y a autant de définitions du design que de designers. Donc si vous demandez à 10 designers différents qu'est-ce que c'est que le design, chacun peut-être aura sa définition en disant voilà, design c'est faire ça, design c'est faire ça, etc. C'est pour ça que souvent les designers ne sont pas toujours d'accord sur ce que c'est que le design. Et c'est intéressant, ça crée du débat, ça crée des sujets, ça crée des frictions, ça crée parfois une mise en commun de ces sujets-là. Il y a une définition que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'était la définition d'Alain Findely, qui est professeur à l'université à Nîmes et qui est au Canada maintenant, et qui dit que la fin ou le but du design est d'améliorer ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Donc je trouve ça assez beau le fait de parler d'habitabilité du monde, et le fait de la maintenir.
Ça veut dire que par défaut, le monde est déjà habitable. On peut vivre ensemble, entre humains, avec des espèces biologiques, des espèces naturelles. Voilà, il y a cette idée d'habitat, de maison. Et donc là, lui, il essaie de dire qu'il faut maintenir cette habitabilité ou l'améliorer. Alors améliorer, pourquoi pas, mais déjà le maintenir, c'est pas mal. Mais bref, soyons sincères, en réalité, nous, designers, on ne maintient pas toujours l'habitabilité du monde. Parfois, on fait des affiches, exemple pour la Société Générale, qui est sponsor de Paris Web, je crois. Donc voilà, vous irez chercher la Société Générale sur Wikipédia, sur les différents sujets, Jérôme Kerviel, tout ça. Parfois, on fait aussi du design, c'est important de le dire, parfois, on fait aussi du design pour Philip Morris. Ils font des superbes sites internet avec des typos, des logos, des petits pictogrammes, etc. pour designer le smoke-free future, donc le futur sans fumée, mais avec toujours autant de cigarettes et de nicotine. Et donc, c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de moyens de design qui sont mis en œuvre sur ce genre de projet. Un autre exemple d'une affiche suisse, une affiche qui est graphiquement très réussie, parce que évidemment les Suisses sont souvent très forts en design graphique, c'est une affiche pour l'UDC, l'Union démocratique cantonale, qui est une affiche d'extrême droite, qui est une affiche raciste, le petit mouton blanc qui chasse les petits moutons noirs en dehors de la Suisse. Donc c'est voilà, on comprend le propos, mais pourtant graphiquement, c'est bien fait, c'est bien aligné, la typo est bien carnée, tout est propre. Donc voilà, là aussi le design, nous soyons sincères avec le design, ça sert aussi à faire ça. Les écoles, ici on est dans une école anciennement, il y avait IARTSUP, je ne sais plus si IARTSUP est encore ici, la ED, les Gobelins, Sciences Po, les Arts Déco, l'ENSI, etc., qui sont des grandes écoles de design, qui travaillent, qui ont des partenaires, alors je ne vais pas vous relier, mais qui travaillent aussi avec des grandes entreprises qui parfois vont à l'inverse de l'habitabilité du monde. Est-ce que Total maintient l'habitabilité du monde? Est-ce que Sanofi, Nespresso le fait aussi? Ça, c'est des questions je pense, qui sont intéressantes de se poser. Donc voilà, donc quand il y a des écoles qui défendent le design et qui font des partenariats avec des entreprises qui vont à l'inverse de la mission du design, ça crée des frictions, ça crée des paradoxes, moi personnellement, ça me chagrine un peu. Mais voilà, pour être sincère avec vous, moi aussi j'ai détruit l'habitabilité du monde, je ne suis pas un saint. Quand j'étais en stage, un des premiers stages que j'ai fait, on m'a demandé de faire des bannières en flash pour McDo. Donc j'ai animé des burgers qui se recomposaient, c'était assez technique, c'était assez fascinant, les petites feuilles de salade, le fromage et tout. Mais voilà, j'ai bossé aussi sur ce genre de trucs. Et donc je vous pose une question, et je vais vous poser plein de questions aujourd'hui. Pour vous, quand est-ce que la dernière fois que vous avez détruit l'habitabilité du monde? On le fait tous, et on pourrait dire c'est grave, c'est pas grave, après c'est à vous d'être juge de ça. Mais en tout cas, voilà, quand est-ce que la dernière fois, par votre travail par exemple, vous avez détruit l'habitabilité du monde? Sauf que, et là c'est là où, passez-moi l'expression, sauf qu'avec nos conneries le monde s'effondre, c'est là où aussi cette intervention essaye d'être un petit peu plus sérieuse. C'est même plus un débat, c'est même plus un sujet. La question du monde qui s'effondre, c'est abordé dans les politiques. Il ne parle plus que ça. Dans le côté social, dans les médias, dans la presse. On a Greta Thunberg qui est derrière là en image, qui est une jeune fille et qui propose aussi ce propos et qui défend ce propos, et c'est même plus forcément une question ou une hypothèse. C'est là, c'est réel, c'est chiffré, c'est scientifique depuis très longtemps. Et donc pour moi, c'est un sujet qui est important à aborder. Et donc, pour le faire de façon extrêmement raccourcie, parce que je sais que vous êtes déjà au courant de tout ça, on est passé de l'Holocène, donc l'époque géologique majeure qui a duré pendant à peu près 10 000 ans, à ce qu'on appelle l'Anthropocène. Alors tous les géologues ne sont pas d'accord sur ce sujet de l'Anthropocène, mais l'idée c'est de dire que l'humain, c'est devenu une force géologique majeure. Donc l'humain en tant qu'espèce peut modifier la géologie de la planète par son activité. Donc ça vient perturber pas mal d'éléments, à savoir que l'accélération de tout, l'accélération de la disparition des espèces, l'accélération de la disparition des ressources, etc. Les ressources justement qui s'épuisent de plus en plus, l'imprévisibilité du climat. Autant avant on pouvait prévoir le climat sur un temps plus long, aujourd'hui on est vraiment confronté, on va être de plus en plus sur l'imprévisibilité du climat. Ce qu'on appelle les verrouillages sociotechniques aussi, c'est une des conséquences de l'Anthropocène, à savoir que voilà, si on veut détricoter par exemple le nucléaire ou le pétrole, il va falloir détricoter l'ensemble des éléments techniques passés, des choix passés qu'on a fait dans notre société. Donc il va falloir revoir nos modes de transport, nos modes de consommation, nos modes d'être au monde, nos modes de travail. Enfin, c'est extrêmement complexe, c'est pour ça qu'on appelle ça des verrouillages sociotechniques. Et aussi, la conséquence, c'est la fragilité globale du système. Pardon pour ce petit bruit d'eau.
Tout ça, c'est extrêmement bien résumé. Hein, l'idée, c'est de ne pas être trop lourd sur ces sujets-là. C'est résumé par l'Oxfam, hein, qui dit que tout simplement, les 10% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par 50% des personnes les plus pauvres. Donc en gros, vous voyez, les 10% des plus riches ici émettent 50% des émissions des gaz à effet de serre. Donc voilà, et on en fait partie, hein, on fait partie de ces 10%. Et donc une question, c'est comment est-ce qu'on ne fait plus partie de ces 10% de la population? Est-ce que c'est possible? J'en sais rien, sincèrement, je ne sais pas. Si oui, est-ce qu'il faut tout quitter, partir à l'autre bout du monde? J'en sais rien. C'est vraiment une question que je vous pose. Donc tout ça, c'est aussi très bien résumé dans les bouquins sur la collapsologie. Pareil, je ne vais pas vous faire un sujet trop longtemps là-dessus. S'il y a un bouquin à lire qui est intéressant, c'est quelqu'un qui s'appelle Pablo Servigne, qui a coécrit ce livre avec Raphaël Stevens, et qui explique tout simplement comment tout peut s'effondrer. Donc il détaille, dans son livre, c'est un livre qui date maintenant d'il y a quelques années, hein, et il détaille tout en détail sur, d'un point de vue climatique, d'un point de vue des espèces, d'un point de vue économique, etc., tout comment la société thermo-industrielle peut s'effondrer. Il a sorti un autre bouquin très récemment, enfin ils ont sorti avec Gauthier Chapelle aussi, qui s'appelle Une autre fin du monde est possible. Donc c'est la suite un peu de ce livre, et que je vous invite également à lire parce que c'est assez passionnant, c'est assez intéressant, et surtout ça fait une synthèse assez et scientifique et émotionnelle de cette situation-là. Bref, tout ça c'est abordé aussi sur les limites d'extraction des minerais, le TRE, c'est intéressant, le taux de retour énergétique. On a par exemple, avant il fallait un baril de pétrole pour en extraire 100. Aujourd'hui, avec un baril de pétrole, on peut en extraire que 10. Donc ça diminue. Et bientôt, on va arriver à un baril de pétrole permet d'extraire un baril de pétrole. Donc ce sera plus du tout rentable de faire ça. L'augmentation de la température, etc. Je vous invite à lire le rapport du GIEC aussi. On est dans un monde qui aborde ces sujets-là. Là aussi, c'est hyper bien résumé dans le rapport Meadows, que je vous invite à lire, qui date de 1972, donc ça date un peu, mais ici, on a un très beau visuel sur l'effondrement, c'est les limites à la croissance, ça s'appelle le World Tree Model. C'est un modèle qui a été mathématisé et qui permet de montrer l'augmentation des populations, l'augmentation des besoins de nourriture, l'augmentation de la production industrielle, et puis la diminution des ressources. Et évidemment, ça se croise à un moment donné, parce que la planète, elle est finie, donc ça se croise à un moment donné, et on arrive en 2010-2030, dans cette fourchette-là, donc on est dedans en fait, dans ce croisement entre la population qui augmente et tout ce qui augmente, et puis les ressources qui diminuent. D'où cette question aussi de se dire, en fait, on est sur des questions d'effondrement. Petite parenthèse fermée là-dessus. Moi, j'ai souvenir quand j'étais étudiant, justement, aux Arts Déco de Paris, mes profs me disaient beaucoup la contrainte est un moteur pour le designer. Je trouvais ça assez fascinant de dire bon, voilà, il y a plein de contraintes, c'est génial. Et eux, quand ils nous disaient ça, ils nous disaient des contraintes. Tu travailles en noir et blanc, tu travailles avec seulement un pinceau, tu travailles avec juste du HTML et pas de JavaScript, etc. Donc ça faisait des contraintes, ok, et c'était des moteurs créatifs. Avec plus on a de contraintes, parfois plus on peut être créatif. Donc ça, c'était un peu la vision romantique, la vision poétique de mes études. Et puis aujourd'hui, la contrainte est un moteur pour le designer. Là, les contraintes que je viens de vous montrer, elles sont beaucoup plus copieuses, elles sont beaucoup plus grandes, elles sont beaucoup plus éprouvantes. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être se servir de ces contraintes pour en faire un moteur pour nous, designers, développeurs, entrepreneurs. Enfin voilà, je sais que dans la salle, il y a plusieurs types de profils. Et comment est-ce que ces contraintes-là, on va pouvoir reposer dessus, s'en servir, les déjouer. Parfois, on pourra pas. Et donc, il y a plein de questions qui se posent. Par exemple, comment est-ce qu'on fait du design sans électricité? Comment on fait du design en dehors du capitalisme? Ça, c'est des questions que je me pose vraiment aussi. Comment faire du design dans un monde où il fait plus de 3 degrés? Est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on fait du design en temps de guerre? Est-ce qu'il faut encore faire du design ou pas? Comment est-ce qu'on fait du design quand la population s'effondre, quand il y a de moins en moins de population? Comment est-ce qu'on fait du design dans un avenir non linéaire, en disant oui, alors les processeurs ils vont tout le temps augmenter, les capacités de stockage, la loi de Moore, etc., c'est sûr. Mais en fait, là, l'avenir, il est non linéaire. Donc, est-ce que justement, et comment on fait du design là-dedans? Et puis, de façon plus générale, comment est-ce qu'on fait du design pour bâtir de nouveaux récits sur ces questions d'anthropocène et sur ces questions d'avenir, tout simplement. Et comme le dit Pablo Servigne, comment on entre dans la tempête le mieux possible, ou le moins pire possible. À vous de définir ça. Donc c'est plein de questions qui se posent, que moi je me pose, parce que là aussi, ne nous mentons pas, dans la chaîne alimentaire de la nature, le designer il se fait manger en premier.
en cas de problème, on a besoin de médecins, d'agriculteurs, de soldats. Le designer, avec son Photoshop, voilà, il va être sympa 5 minutes, mais à quoi il va servir? Donc c'est une vraie question que là aussi je me pose. Et cette question, elle a déjà été abordée un petit peu par les politiques, par les médias, par la société en général. Donc on a inventé le développement durable. Voilà, on va faire du développement durable. Donc on va continuer la croissance exponentielle avec toujours plus de trucs, mais pour que ce soit durable. Bon, apparemment, ça ne marche pas trop. Développement durable, ça fait un bout de temps qu'on en parle. On n'en a pas toujours les retours. On peut devenir éthique, entre guillemets. Donc McDo, il a passé son logo en vert. Ils essayent de faire des efforts pour la planète aussi. C'est aussi amusant de voir aussi tout ce ethical washing, l'ethic washing, comme on pourrait dire. On a aussi le ministère de l'Environnement qui font la green tech verte. Ça y est, on fait de la croissance verte avec la Startup Nation plus l'écologie, ça fait la green tech verte, c'est génial. Ça date de 2016, voilà. Donc, et on fait des jolis logos pour en parler. Et puis la question que je me pose sincèrement, et que je me pose régulièrement, c'est doit-on être encore designer aujourd'hui? C'est une vraie question que je me pose sincèrement, et au fond de moi, j'aspire que oui, parce que je ne sais rien faire d'autre. Donc si demain je me dis en fait la réponse est non, je ne sais pas ce que je vais faire. Et pourtant je me dis le designer, il a déjà un rôle majeur dans la société. Alors majeur, toute proportion gardée, mais déjà en 1970, on avait Dieter Rams qui disait que voilà, un des rôles dans ces 10 principes du design. Un des rôles du design, c'était qu'un bon design devait être honnête. De dire, voilà, le design ne doit pas manipuler les consommateurs avec des promesses qu'ils ne pourraient pas tenir. Donc il y a déjà une volonté, et je vous invite à lire, si vous ne les connaissez pas, ces 10 grands principes du design de Dieter Rams, de dire, en fait, le design, il a une mission éthique, une mission sociale, une mission d'engagement, une mission d'honnêteté, etc. Bon, là, on était en 70, c'était la société aussi, le design industriel, l'essor du design industriel, mais en tout cas, il y avait ce regard-là. Aussi, quand on dit qu'on a des grandes responsabilités avec le design, en effet, avec le design, on peut manipuler, influencer la vie humaine en général. Alors ça, c'est un petit schéma que j'aime bien, où soit on manipule un objet, une interface, et on obtient un gain, soit on va manger ce gain, et tout à coup, il y a une interface qui est manipulée à notre égard. Voilà, ça c'est aussi des questions morales qu'on peut se poser. Mais voilà, dans le design, et je le répète souvent à mes étudiants, si vous faites une interface qui fonctionne pas bien, qui est compliquée, qui fait perdre peut-être 1, 2, 3 minutes tous les jours à des gens, et que cette interface est utilisée par des millions de personnes, vous allez faire perdre et frustrer des gens tous les jours de leur vie. Ça va être douloureux, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est aussi des conséquences qui sont à prendre en compte. On est responsable aussi quand on fait ce genre d'objets, des objets qui viennent nous écouter chez nous directement. Et quand on design ce genre de produit, on est aussi responsable des conséquences de ce genre de produits, qui vont tout simplement être des supports à un système de surveillance, même plus uniquement étatique, mais aussi d'entreprises privées. Et puis, je vous rassure évidemment que le design éthique, ça n'existe pas. On parle beaucoup de designer éthique, de informatique éthique. Hier, j'étais à une conférence sur les algorithmes et la question de l'éthique. En fait, ça n'existe pas. Il y a des gens dont le métier est le design, des gens qui se posent des questions parfois éthiques, des questions sociales, des questions morales, et voilà, ils font des choix. Mais on ne peut pas déterminer qu'il y a un design éthique et un design pas éthique. Pour moi, ça me paraît beaucoup trop simple. Et donc, en me posant toutes ces questions, et là je vous les pose ouvertement, j'aspire pas à avoir toutes les réponses, et vous n'avez pas forcément toutes les réponses non plus. Si vous en avez certaines, donnez-les-moi, on pourra en parler, je serai ravi. Mais j'ai demandé sur Internet, sur Twitter ou Facebook, je sais plus, quels sont les futurs pour le designer dans un monde en déclin. C'est quoi le futur du designer en gros? Et j'ai des gens qui m'ont répondu, et je voulais vous partager avec vous ces réponses qui sont parfois drôles, parfois poétiques, parfois intéressantes. Une réponse poétique, il y a quelqu'un qui m'a écrit « On aura toujours besoin de rêveurs, surtout dans un monde désenchanté ». Bon, ok, c'est sympa, ça n'avance pas plus sur l'utilité du design, mais ok, pourquoi pas, des rêveurs. Les designers sont des rêveurs, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit « J'ose espérer qu'on aura toujours besoin de designers, à part si on développe une IA capable de tout designer, dans ce cas, on va tous mourir ». Donc il y a la crainte qu'on se fasse remplacer par des machines, quoi, dire ouais, s'il y a une IA qui peut tout faire, on va tous mourir. Donc là aussi, il y a cette espèce de fantasme technologique qui m'a fait sourire aussi dans les réponses que j'ai obtenues. Il y a aussi quelqu'un un peu intéressé qui m'a dit qu'en cas de crise majeure, il y aura toujours un despote quelconque qui aura besoin de faire des affiches de propagande, donc pour le taf, ça ira. Donc là, c'est le designer collabo, direct, lui s'en fout, il choisit le plus fort et il va bosser pour lui. Voilà, ok, pourquoi pas.
Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on créera des affiches pour trouver les points de ralliement, les modes d'emploi universels pour se recycler professionnellement. Donc là, on a un peu le designer survivaliste qui veut faire des affiches sur voilà, comment il faut faire, on fait du feu, on se rallie, etc. On peut apprendre des nouveaux métiers, etc. Voilà, une autre forme de réponse. On deviendra designer en permaculture. Je trouve ça beau aussi. Parce que oui, dans la permaculture, il y a du design. Et on fait du design aussi, alors d'une autre façon, mais ça existe. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Serais-je un troll si je vous dis que vous ne servirez à rien ?» Ça m'a fait sourire aussi parce que la personne a dit tous les autres ont dit « nous » et là la personne a dit « vous ne servirez à rien ». Donc là aussi c'est une question, est-ce que c'est un troll s'il dit que les designers ne serviront à rien ou pas? Bref, donc toujours cette question de dire dans cet effondrement, dans ce cas-là, à quoi on est réellement utile, à qui on peut rendre service et en quoi on peut rendre service. Donc c'est des questions que me posent mes étudiants. Là je vous présente, c'est mes étudiants de l'ETAP Design. Après la conférence, je vais aller les retrouver parce qu'ils ont passé leur examen et justement, on va avoir les résultats de leur examen aujourd'hui. Ils me posent souvent des questions en disant « Oui, Geoffrey, moi je fais des études en web design, en design numérique, je veux travailler pour des projets qui ont du sens. Je veux faire un métier qui va m'élever d'un point de vue de mes valeurs, d'un point de vue spirituel, qui va aider les gens, etc. Mais en même temps, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un toit sur ma tête, et ça c'est compliqué d'associer les deux. » Donc c'est vraiment un problème qu'ils rencontrent. Donc moi personnellement, je leur dis déjà essayez de vous aider vous-même. Pour vous faire une petite parenthèse sur l'ETAP Design, c'est une formation qui est destinée à des jeunes décrocheurs qui ont parfois pas le bac, qui ont parfois arrêté l'école après la troisième, qui sont dans des situations sociales très compliquées. C'est une formation gratuite avec le Pôle emploi, la mission locale, enfin c'est un autre sujet mais on pourra en parler. Donc eux ils sont dans cette situation-là, c'est-à-dire je veux aider mon prochain par le design, parce que c'est ce que j'apprends à faire, et en même temps j'ai besoin d'argent pour avoir un toit sur ma tête, quitter le domicile de chez mes parents, etc., etc. Donc je leur dis d'abord, vous essayez de manger à votre faim, vous essayez d'avoir un toit sur votre tête, et une fois que vous avez un genre de petite stabilité, peut-être commencer à construire quelque chose qui va en ce sens. Parce que j'essaye de leur dire très sincèrement que ok, les idéaux, c'est important de les avoir, de les garder, mais que si eux, ils ne peuvent pas déjà s'en sortir eux-mêmes, ils ne pourront pas accompagner les autres. Donc c'est aussi la question qui va derrière, qui est un peu plus philosophique, c'est ce à quoi on tient et ce par quoi on tient. C'est une phrase que je me répète souvent, ce qui nous fait tenir dans la vie, c'est ce qui nous importe le plus. Et là aussi, c'est des questions que j'aimerais vous poser, c'est vous, à quoi vous tenez, c'est quoi combien vous coûtez à la société, et pas d'un point de vue juste financier, mais aussi sur l'environnement, sur le vivant, sur votre santé, sur votre burn-out, sur votre morale, etc., etc. C'est quoi votre prix? Quel est le prix que vous êtes capable de mettre pour faire du design, pour faire votre travail? Et ça, c'est une question aussi qui n'est pas uniquement, comme je disais, financière, mais aussi mentale, environnementale, etc., etc. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre pour continuer à faire ce métier? Et une fois qu'on a calculé un peu ce prix, on dit voilà, je suis prêt à mettre ça en ligne, qu'est-ce qu'on fait de cette valeur? À quoi on tient réellement et comment utiliser cette valeur que vous développez? Donc c'est à quoi vous tenez. Et donc ça, quand je me suis posé ces questions de à quoi je tiens vraiment, quelles sont ces valeurs qui m'incombent, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un genre de bilan personnel et professionnel pour commencer une transition dans mon métier de designer. Alors c'est une transition qui est longue, ça fait plusieurs années que j'ai commencé un peu ça. C'est pour ça qu'on m'a proposé de venir témoigner un petit peu de ce travail de transition et d'indépendance. Donc ce bilan, chacun va le faire évidemment à sa façon. Moi, c'est juste un témoignage où je vous dis là où j'en suis. Actuellement, j'essaie de diminuer mes revenus et mes possessions. L'idée, c'est de réduire pour avoir besoin de moins. C'est un truc de privilégié, je vous l'accorde. Et une fois que j'ai besoin de moins, j'ai besoin d'avoir moins de revenus. Donc peut-être je suis plus libre de travailler sur des projets qui sont soit non-profit, soit qui rapportent pas beaucoup d'argent, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Et actuellement, le deuxième point, c'est d'augmenter mes savoir-faire. Donc on en reparlera après, mais vraiment cette notion de savoir-faire en termes de compétences. Donc en gros, la question qui synthétise ça, c'est comment est-ce qu'on œuvre plus pour gagner moins et être plus résilient. Parce que justement, la notion de résilience, elle est importante à mes yeux, parce qu'elle permet aussi d'être solide ou de pouvoir se remettre de certains chocs environnementaux, économiques, sociaux, etc., etc. Donc comment j'essaye d'œuvrer pour être plus résilient. Donc je vais vous présenter mon plan de bataille personnel. Évidemment, ça s'applique qu'à ma situation. Chacun peut faire le sien ou pas, est libre de faire ça. Mais c'est vraiment une démarche, un genre de petit plan de bataille qui m'amène aujourd'hui à présenter cette démarche devant vous. Donc ça, je vous le passe rapidement, mais je me fais un truc mois par mois avec des étapes, de trucs à faire.
Vous verrez dans la vidéo, vous pourrez lire tout en détail. Mon idée, c'est justement, le premier point, c'est de faire en sorte que chaque projet design, c'est faire en sorte que des projets de travail répondent à une certaine forme d'émancipation. Donc c'est ce que j'appelle la dissémination. C'est quand un client vient me voir, j'ai cette idée en tête de libérer les utilisateurs, d'émanciper les utilisateurs, de les rendre plus grands, plus forts, plus adultes. Et donc, je saisis le projet, s'il me convient, et j'en fais je le transforme avec ce regard-là. Donc déjà, ça commence par dire non. Là, je vous mets un exemple d'un SMS que j'ai reçu. Quelqu'un qui me demandait de travailler pour Unilever, pour faire un sprint, pour un hackathon. Je n'ai pas trop compris, mais pour Unilever. Donc voilà, connaissant un peu Unilever, j'ai refusé poliment, toujours, parce que je vous cache pas, au début, je disais que j'avais pas le temps. Et là, en fait, maintenant, j'essaie d'expliquer pourquoi je ne veux pas travailler pour Unilever, le travail des enfants, le travail, les questions environnementales qu'il y a derrière Unilever, etc., etc. Donc, je mets le lien vers Wikipédia sur les controverses de Unilever. La personne m'a répondu OK, je comprends, désolé. Et là encore, il y a 3 jours, on m'a proposé de travailler sur les questions du nucléaire et d'EDF. Pareil, j'ai refusé, on envoie une vidéo sur Thinkerview sur la question du nucléaire et des enjeux qui sont derrière. Donc pareil, j'essaie maintenant d'expliquer pourquoi je refuse et pas juste de dire non, j'ai pas le temps. J'avais peur de dire pourquoi je refusais. C'était un peu compliqué. Et donc, par exemple, d'utiliser les projets clients, entre guillemets, pour faire des projets, on va dire, d'émancipation. Là, j'ai une école qui est la Web School Factory qui m'a demandé il y a quelques années de dire Geoffrey, il faut que tu fasses un projet de culture et de veille du design avec des étudiants. Et donc, chaque année, on fait ça. Et la première fois qu'ils m'ont demandé ça, on a travaillé sur un design de l'engagement. Donc, je dis OK, faut qu'on fasse un sujet, mais vous me laissez libre de la thématique. Et donc là, j'ai invité les étudiants à faire un livre, tous ensemble, toute la classe, sur les questions d'engagement par le design. L'année d'après, on a travaillé sur les questions environnementales, et l'année prochaine, on va travailler sur les questions. Non, on a travaillé sur le design circulaire aussi. Et l'année prochaine, je ne sais pas encore le sujet. Si vous avez des idées, on parlera peut-être de low-tech, j'en sais rien. Donc voilà, ça c'était une façon de faire. Pareil, on m'a proposé de faire un workshop dans une école. Et on m'a dit, voilà, Geoffrey, il faut que ce workshop, ce soit un workshop sur des interfaces numériques sur smartphone. J'aurais dit, c'est uniquement ça la contrainte. Ils m'ont dit, OK. Donc j'aurais dit, bon ben voilà, mon sujet, c'est de faire des outils numériques pour ne plus avoir besoin d'outils numériques. Donc d'émanciper les utilisateurs de ces petits trucs-là qui parfois nous mettent le fil à la patte. Donc pour les étudiants, ça a été un paradigme un peu étrange de se dire, ouais, en fait, l'objectif, c'est qu'on va créer quelque chose pour qu'on n'en ait plus besoin. Et je leur ai dit oui, c'est exactement ça. Donc voici le sujet du workshop que je leur ai donné. Hein. Voilà, je leur ai demandé de créer une interface, un outil, un dispositif numérique afin de répondre aux besoins d'une personne pour la rendre plus indépendante, plus résiliente, plus autonome, avec un processus d'ethno-design, etc. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est que les étudiants, déjà, ils ont eu dans leur tête, ça a été un peu compliqué parce qu'ils sont en alternance, ils travaillent pour souvent des BETC, des grands groupes de communication, de publicité, etc. Et là, on demandait de faire ce travail-là. Et donc, ils ont réalisé, par exemple, des outils de déplacement dans la ville, donc pour se repérer dans la ville, mais pour se passer de Google Maps. Et surtout pour apprendre à se déplacer sans Google Maps. Il y en a qui ont travaillé aussi sur un équivalent de Yuka, vous savez, cette petite application qui sert à scanner les aliments pour savoir s'ils sont bons, pas bons, trop de graisse, trop de sucre, etc. Et les étudiants qui ont travaillé sur l'équivalent, mais pour les vêtements. En disant, je vais dans un magasin, genre je vais chez H&M, je scanne un vêtement, et il me dit, ok, alors ça c'est fait au Bangladesh avec des trucs vraiment pas éthiques, etc. Et donc on te propose le même vêtement 3 rues plus loin qui est tricoté avec amour en Bretagne, machin. Donc il y avait cette espèce de dire sur la boutique et tu vas plus loin ou tu le commandes sur un truc plus respectueux. Donc, et ils ont fait plein de projets comme ça assez intéressants sur le fait de rendre autonomes les utilisateurs et de les rendre plus grands, les émanciper. Pareil, ça je vous parlais un petit peu de l'état design. L'idée pour moi c'était de rendre les étudiants plus indépendants dans leur façon de travailler. Donc c'est des étudiants qui avaient parfois quitté l'école, qui n'avaient pas forcément de travail, et souvent ils n'avaient pas de travail, et de pouvoir se remettre un petit peu sur le chemin de l'école. Et toute la formation qu'on a créée maintenant il y a 3 ans, là c'est la 4e année qui commence, a été orientée sur leur autonomie, sur le fait qu'ils puissent travailler presque à la sortie de l'école, le fait qu'ils puissent reprendre les études aussi, etc., etc. Donc là aussi, l'idée de se dire, ok, on va travailler dans des cours pour faire de la pédagogie, autant que ça serve à des étudiants qui en ont vraiment besoin. Voilà, donc ça je vous le mets parce que c'est un étudiant qui était très content, il m'avait envoyé un SMS, il avait eu son bac, +2, donc je veux le partager parce que c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir.
Pareil, dans les projets aussi d'émancipation, sur le fait d'émanciper et de rendre un peu plus adultes parfois des enfants, et c'est bien de les garder enfants aussi. Là, c'était l'UNESCO qui m'a demandé de dire ouais, Geoffrey, il y a une journée de présentation et on voudrait que tu fasses un atelier avec des enfants. Et donc, en fait, on a travaillé avec Judy Stephen Cheng, qui est une graphiste, illustratrice et designer qui est géniale, et on a travaillé justement sur le fait de réaliser des petits livres sur la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'enfant. Et donc, chaque enfant, comme ça, a essayé de travailler sur sa propre déclaration. Donc, on avait mélangé des cartes, je ne sais pas si on les voit ici, mais c'était chaque papa, chaque maman, chaque papy, chaque mamie, chaque animal, chaque petit frère, petite sœur, chaque arbre, enfin voilà, a le droit d'eux et a le droit d'être reconnu, a le droit à l'amour, a le droit d'être protégé, a le droit à une éducation, etc. Donc chaque enfant pouvait créer, parfois avec des textes un peu surprenants, un peu amusants, sa déclaration universelle des droits de l'homme et de l'enfant. Voilà, et là pareil, quitte à bosser beaucoup et à faire de l'identité, là j'ai travaillé sur un magazine qui s'appelle Yggdrasil, peut-être vous le connaissez. L'idée c'était de travailler avec Pablo Servigne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur un magazine pour accompagner les gens sur cette réflexion de résilience, d'indépendance, et qui sont d'effondrement de la société aussi, société capitaliste et thermo-industrielle, et de travailler sur ce magazine-là. Donc à chaque fois qu'il y a des sujets, on va dire, de travail, j'essaye d'utiliser cette énergie pour pouvoir accompagner une espèce de résilience, une espèce d'indépendance mentale. Ça, c'est la première partie d'un point de vue travail. Donc c'est ce qui me permet de gagner de l'argent. La deuxième partie de mon plan de bataille, c'est de dire qu'avec cet argent gagné, avec des assos, Yggdrasil, je crois que c'était une asso au départ, c'est une entreprise, les ONG, les écoles, etc., j'utilise pour manger, pour me vêtir et m'abriter, mais aussi, c'est aussi ce que j'appelle pour faire de la perte comptable. Donc ça, mon comptable, ça le stresse toujours un peu, voilà, s'il me regarde, je le salue, mais c'est justement comment est-ce que l'argent qui rentre dans l'entreprise peut sortir pour valoriser des engagements. Et donc là, l'idée, c'est assez simple, c'est de financer des associations chaque année. Donc chaque mois ou tous les 2 mois, j'essaie de trouver une nouvelle asso. Donc ça, c'est Human Rights Watch, il y a l'Electronic Frontier Foundation, la LPO, la Quadrature du Net, enfin il y en a plein, il y a Protect Our Winters, etc. Il y a plein d'assos. Et je me dis, quitte à gagner de l'argent, et une fois que j'ai suffisamment pour manger et m'abriter, et ben, autant l'utiliser pour des assos. Donc faire sortir l'argent du système d'achat, de consommation, de machin, et de l'extraire et de le faire employer pour des associations. Donc, entre guillemets, on appelle ça de la perte comptable. Pour moi, c'est plutôt un gain sur l'humanité. Ensuite, c'est aussi pour moi une façon de me former pour le pendant et après sélection d'effondrement. Donc j'avais fait dissémination, ça j'ai appelé ça engagement, et ça j'appelle ça apprentissage. Et donc l'idée aussi de travailler tous les jours beaucoup sur plein de projets design, ça permet d'essayer d'avoir un peu d'argent, de garder cet argent de côté et de me former. Là j'ai commencé à me former sur le travail du bois il y a quelques années. Donc maintenant chez moi j'ai un atelier pour le travail du bois principalement. J'essaie d'avoir le plus d'outils possibles qui sont des outils manuels et qui ne sont pas forcément des outils électriques. Donc voilà, par exemple je fais plein de trucs différents, mais ça c'est voilà, des projets sur l'action du bois, je fabrique des trucs, voilà, ça m'occupe aussi, ça me fait utiliser autrement mes capacités de designer. Qui dit bois aussi peut amener à la coutellerie, donc j'ai commencé une formation sur le travail de la coutellerie pour apprendre à fabriquer des couteaux. Là c'est mon premier couteau, j'étais assez content de ce que j'ai pu fabriquer. Voilà. Qui dit couteau dit aussi attention, on peut se couper, donc j'ai profité aussi de me former au PSC1. C'est le certificat de premier secours, brevet de premier secours. J'invite vraiment à le faire toutes et tous parce que ça coûte pas très cher et ça prend une journée. Et de me caler ça dans une journée de travail, de dire ok, aujourd'hui je travaille pas et je vais pouvoir bosser là-dessus, entre guillemets, apprendre ça. Pareil, ça fait partie d'un plan pour moi qui est assez précis. Formation aussi à la permaculture, de me dire ok, l'argent que je gagne dans ma boîte, je vais l'utiliser pour me former sur la permaculture. Voilà, ça c'était des patates. Sur l'apiculture aussi, pareil, j'ai commencé à me former à l'apiculture. Là, j'attends de pouvoir bouger pour installer des ruches le jour où j'aurai un jardin. Donc de me dire, ok, cet argent-là me sert aussi à me former sur ce genre de compétences. Et là, la prochaine étape sur laquelle je suis en train de prospecter, c'est de me dire comment est-ce que, pareil, l'argent que je gagne dans ma boîte, je vais pouvoir essayer d'acheter une forêt ou des espaces naturels pour les préserver, les protéger, et de me dire, voilà, cet argent-là, il n'est pas investi dans un circuit pour acheter des trucs, mais il est investi dans un truc figé pour essayer de le protéger. À terme, là, je travaille dessus. Ça coûte cher, évidemment, vous en doutez. Donc, il faut que je travaille sur les ONG, les associations, les clients qui sont en accord avec mes valeurs et mes projets
pour pouvoir essayer de préserver des espaces naturels. Pareil, à ma toute petite échelle, je ne vais pas racheter l'Amazonie pour dire vous y touchez plus, mais au moins des petits espaces comme ça. Donc ça, c'est toujours dans cette idée de faire, entre guillemets, de la perte fiscale comptable, mais de continuer dans ce sens. Et puis aussi, tout ce temps que j'essaie de me libérer en ayant peut-être besoin parfois de moins d'argent, ça permet de faire ce que j'appelle la contagion, un truc que les designers n'aiment pas du tout, c'est faire du travail gratuit. Ou le travail gratuit, c'est pas bien, tu donnes ton temps libre, tu dévalorises le marché, c'est mal, etc. En fait, le travail gratuit, non, c'est hyper utile pour des assos, notamment. Donc là, c'est quelques exemples, je vous les passe rapidement. Il y a plein de structures qui n'ont pas les moyens de se payer quelconque designer. Donc là, j'ai travaillé pour l'association de la formation et de la prévention de l'accès au droit. Et donc, on est allé interviewer avec une avocate des femmes qui ont des problématiques sur la question de leurs droits, la question de leur situation sociale, qui est parfois extrêmement compliquée. C'est des femmes qui viennent de différents pays, qui arrivent, qui ont parfois des problèmes avec leur mari, qui ont parfois pas de travail, qui ont parfois plusieurs enfants, et pour qui c'est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Et donc, on a travaillé avec cette avocate sur des interviews pour identifier des problématiques et ensuite pour faire des projets. Et le tout premier projet qu'on a fait, c'était un jeu de cartes assez simple avec la question des droits. Donc c'est un jeu de cartes de 52 cartes, on peut vraiment jouer avec. Donc après, évidemment, ces cartes, on les a distribuées à l'association. Donc on peut jouer avec. Donc les jeunes femmes et les femmes qui sont dans l'association peuvent jouer avec et aussi distribuer ces cartes à leurs filles, à leurs amis, à leurs maris éventuellement, etc., etc., pour valoriser l'action des droits, pour informer sur l'action des droits, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas du tout et qu'elles ne savent pas forcément sur ces questions de droits, pour avoir les numéros d'urgence sur les violences faites aux femmes, etc., etc. Donc on a fait un objet qui peut soit garder et jouer avec, soit être disséminé le plus largement possible et être glissé à droite à gauche. Pareil, ça c'est une ONG qui s'appelle We Are Not Weapons of War, qui est une ONG qui travaille sur l'action du viol de guerre. Ils appellent ça des exactions pour être parfois plus courtois, mais non, on parle bien de viol de guerre, qui est utilisé comme une arme dans pas mal de pays. Et pareil, ils n'avaient pas les moyens de se payer un designer pour travailler sur leur projet. Et l'idée, c'était pouvoir de réaliser avec eux une interface. Donc c'est pas une appli, c'est que du web, qui soit ultra légère, ultra discrète. En un bouton, on ferme et ça efface tout l'historique, etc. Pour pouvoir informer, que ce soit la personne qui a subi des sévices, un viol, ou des amis, la famille, des médecins, des humanitaires, etc., informer pour faire de la base de données, mais aussi pour appeler les secours et appeler les ONG qui sont proches. Donc voilà, donc on a essayé de faire un processus très simple dans plusieurs langues. Et voilà, ça je peux vous passer rapidement, mais je reviendrai dessus. Pardon. Et puis dernier projet aussi pareil, que j'essaie de faire sur mon temps libre, c'est de travailler pour Adrastia, qui est une association sur la prise de conscience autour de ces questions d'effondrement climatique, etc. Donc pareil, de retravailler sur leur logo, leur identité, etc. etc. Parce que pour moi, c'est une façon de me dire, ok, ils n'ont pas d'argent, mais il faut que ça existe, il faut que ça se diffuse, il faut que ça se canalise, etc. Autant faire ça bien pour diffuser ça. Pareil, là c'est un projet, j'ai oublié que j'avais mis, c'est un projet avec Bibliothèques sans frontières. Ils font un genre de pirate box, pour ceux qui connaissent, qui diffuse du contenu. Donc Bibliothèques sans frontières, ils installent des bibliothèques dans plein d'endroits, dans des camps de réfugiés, à Zaatari, dans des camps en Inde, etc. Donc des bibliothèques avec des bouquins, et là ils font des bibliothèques numériques, avec du contenu numérique, et ils cherchaient un designer pour faire des interfaces de ces bibliothèques numériques. Donc j'ai travaillé avec eux là-dessus, pareil, non-profit et sur le temps libre. Donc ça, en fait, j'essaye de le faire le plus possible, tout en gardant cet équilibre travail, diffusion de l'argent, et puis du temps libre pour pouvoir faire ce genre de projet. Bref, ça c'est ma question aussi, comment est-ce qu'on organise l'autonomie chez les autres pour qu'il n'ait plus besoin de designer ? Quand je bosse avec des ONG, des assos, des structures, peu importe, je leur file mes sources, je leur file mes fichiers, je gagne pas d'argent sur le droit d'auteur, ou c'est pas bien, je sais, et j'essaie de leur donner mon code source aussi, je mets tout en Creative Commons, en licence GNU GPL, pour qu'ils puissent justement, et j'essaie de les former, puissent être autonomes avec ce que je leur donne, pour qu'ils aient plus besoin de moi, pour que je puisse me concentrer sur d'autres trucs derrière. Ça c'est important, le côté du fil à la patte, de faire des abonnements, etc., ça me concerne pas. Et le dernier truc, c'est aussi, c'est le 5e point de ce fameux plan de bataille, là aussi toujours très personnel, c'est comment est-ce que je me saisis du design, le désaffecter et ensuite le réaffecter autrement. Ce que j'appelle la transition, je vais vous expliquer. Est-ce que demain, ça moi personnellement, est-ce que j'appelle ça encore du design ou pas ? Est-ce que des gadgets qui sont peut-être inutiles, un peu futiles, un peu bêtes, qui sont faits en plastique, qui ont parfois une durée de vie très courte, est-ce que personnellement, j'estime que ça mérite d'être appelé design ou pas ?
Est-ce que demain, des objets surtechnologiques qui consomment énormément, avec des minerais rares, je ne sais pas, qui est extrait dans les mines au Congo, j'en sais rien, est-ce que ça mérite d'être encore appelé du design? À l'inverse, est-ce que des outils qui favorisent l'autonomie, on pourrait plus les valoriser en tant qu'outils de design? Est-ce que des ouvrages qui essayent de questionner l'autonomie technologique, est-ce qu'on pourrait juste essayer de rapprocher le mot design de ça et de dire en fait le design s'oriente vers ça? Voilà, on a LibreObject aussi par exemple qui permet de présenter des objets à fabriquer soi-même en open source. Donc là aussi, pour moi, ça, c'est du design. Est-ce que la question aussi, et là on est à Paris Web, donc on parle de web aussi, la question du low-tech, justement, est-ce que, pour moi, ça devient presque une nécessité de faire des sites qui vont essayer de consommer moins de ressources, mais pouvoir être aussi affichés plus rapidement sur différents supports, etc., et qui vont peut-être être autonomes aussi d'un point de vue énergétique. Est-ce que, justement, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est beaucoup plus du design, du web design, que d'autres trucs qui parfois font perdre des ressources, de l'énergie, du temps, etc. etc. Bref, l'idée de tout ça, c'est de faire justement du design un commun. Alors le mot commun, on l'entend à toutes les sauces, mais pour moi, c'est vraiment le fait de dire c'est un commun, et faire justement de la résilience, la question de la résilience, le métier du designer, pour plus que ce métier soit orienté sur de la vente, de la consommation, du rachat de produits, un surplus technologique, mais juste de dire, en fait, le métier de designer, c'est juste rendre les gens plus autonomes, plus indépendants, plus résilients face à ce monde un peu qui commence à s'effriter. Nous, pour l'instant, en France, ça va, on est encore protégé dans certaines classes de population, etc. L'effondrement dans plein de pays est déjà bien là depuis un certain temps. Et donc là encore, je voulais terminer, j'en ai bientôt fini, sur quelques questions que je voulais vous donner sur les changements de paradigme. Comment est-ce qu'on passe du design consommable au design circulaire? Le fait de dire, en fait, on va peut-être recycler des éléments, mais en fait, on va peut-être imaginer qu'il n'y a pas de déchets et qu'un projet de design peut être réutilisé, réemployé, redonné, etc. etc. Comment est-ce qu'on passe du design propriétaire au design des communs? Ça peut être une question aussi. Comment est-ce qu'on passe du design du luxe au design inclusif et accessible? Là derrière, je vous l'ai mis, c'est pour fabriquer des jouets avec des légumes pour les enfants, c'est assez rigolo. Donc voilà, comment est-ce que ce design du luxe, hyper propriétaire, hyper fermé, on va essayer de le rendre accessible à tout le monde et inclusif. Comment est-ce qu'on passe du design du jetable au design du pérenne? Est-ce qu'il faut aussi? C'est une question. Et puis, comment est-ce qu'on passe du design aussi qui est technocentré, de dire ah oui, le design, c'est le dernier truc de Microsoft avec 2 écrans partout et tout ça, au design low-tech, voire au design no-tech, de se dire en fait, il n'y a pas toujours besoin de surtechnologie, de trucs extrêmement compliqués pour faire du design. Et enfin, d'autres questions aussi sur comment est-ce qu'on passe du design utilitariste au design de l'utile pour la société et la biodiversité. Là derrière, c'est un exemple, on ne le voit pas très bien, mais c'est une tuile qui sert à mettre sur les toits des maisons, mais dessus, il y a une petite niche, un nichoir pour les oiseaux. Dire, ok, en fait, demain, mon design, il va plus forcément être anthropocentré, donc centré uniquement sur les humains, mais peut-être centré sur la biodiversité, sur les animaux, sur le vivant, ou sur le vivant dans son ensemble. Donc ça me permet de changer de paradigme aussi, de dire je ne fais pas que du design pour l'humain, mais aussi pour le vivant. Et comment aussi on passe du design de la croissance perpétuelle au design post-effondrement, donc quand la croissance elle sera peut-être arrêtée ou stagnée, et sur ces questions de post-effondrement. Bref, tout ça, il y a plein de choses à faire sur la santé, le low-tech, les nouvelles formes de répartition, sur la permaculture, enfin il y a des champs immenses, il y en a plein. Et donc pour conclure, hyper simplement, la question de l'indépendance personnelle, elle vous permet d'expérimenter. Elle est déjà sur votre famille, vos amis, vos proches, vos enfants. La question du collectif assez personnel, de travailler cette indépendance pour vous libérer du temps, pour vous libérer de l'argent pour faire d'autres trucs, etc. Ça, pour moi, c'est un premier regard que j'essaie de développer avec mon travail de designer. La deuxième, c'est l'indépendance professionnelle, de me dire, OK, comment je vais rendre les autres plus autonomes, plus résilients, comment est-ce qu'on va s'ancrer plus dans des projets locaux, comment est-ce qu'on va travailler sur l'action de la durée des projets, l'action de l'utilité des projets, etc., etc. Donc là, c'est vraiment dans cette question professionnelle. Et puis après, il y a l'indépendance de façon humaine globale. Donc c'est comment, de façon très très large là aussi, le design puisse être un synonyme de la résilience, de l'indépendance, de l'autonomie, de favoriser pas uniquement l'humain en tant qu'être humain, mais aussi l'action de la biodiversité, du vivant en général. Voilà, donc il y a plein de chemins à emprunter. Je vous ai montré, là, il y a un éventail incroyable, donc il y a du boulot pour tout le monde, en gros, c'est ça qui est assez vivifiant. La question, c'est lequel ou lesquels vous choisissez. C'est pas parce qu'on en choisit un qu'on est figé dedans et qu'on ne va pas changer. Ça peut aussi évoluer. On peut en prendre plusieurs aussi, si on veut. Et donc voilà, lequel choisissez-vous? Pour moi, à mes yeux, l'effondrement, c'est un moteur pour redéfinir le design, pour faire juste un outil
pour nos engagements, c'est juste un outil pour qu'on puisse s'engager, et pour œuvrer, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, pour un design de la résilience, de l'autonomie et de l'indépendance. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.